16 décembre 1773. Port de Boston. 342 caisses de thé rejoignent les eaux glacées de l'Atlantique. Pour les livres d'histoire, c'est le Boston Tea Party, l'acte de naissance d'une nation. Mais si je vous disais que la mèche de cette explosion n'a pas été allumée en Amérique, ni même à Londres, mais bien en Écosse. Pour comprendre la naissance des États-Unis, il faut quitter les champs de bataille et plonger dans l'encre noire des registres comptables d'une petite ville d'Écosse, Ayr. Ici, 3 ans plus tôt, une banque a commis l'erreur fatale. La comptabilité tisse le fil de notre mémoire, et si les chiffres pouvaient parler, que nous diraient-ils ? Aujourd'hui, les chiffres nous racontent comment l'effondrement d'une banque écossaise a mené à la Boston Tea Party et la Révolution américaine. Nous sommes en 1769. L'Écosse est en pleine effervescence. On veut rattraper le grand frère anglais. Pour cela, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Et c'est là qu'entre en scène la Douglas, Heron et compagnie, plus connue sous le nom de Ayr Bank. À l'époque, la comptabilité n'est pas encore cette science que nous connaissons. On utilise la partie double, certes, un héritage de Luca Pacioli, mais le contrôle de la solvabilité est quasi inexistant. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut ouvrir le capot de la banque et regarder son moteur. Et le moteur, c'est le bilan. Imaginez le bilan d'une banque comme un tableau à 2 colonnes. À gauche, les actifs, c'est ce que la banque possède, ou ce qu'on lui doit, ses investissements, ses bâtiments. À droite, les passifs, c'est ce que la banque doit aux autres, donc l'argent déposé par les clients, les emprunts qu'elle a contractés. Et normalement, les deux doivent s'équilibrer. Mais à l'Ayr Bank, l'équilibre est une illusion. À cette époque, il n'y a pas de banque centrale unique comme nous avons aujourd'hui. L'Ayr Bank est donc une banque dite d'émission. Donc contrairement à une simple banque de dépôt qui ne fait que garder votre argent en toute sécurité, elle a le pouvoir de créer sa propre monnaie. C'est-à-dire qu'elle imprime des morceaux de papier, des billets, et elle dit, voilà, ce papier vaut 10 livres d'or, c'est promis. Le piège de la solvabilité versus liquidité, c'est que, finalement, l'Ayr Bank n'a pas l'or en question. Elle va donc prêter massivement ses billets aux propriétaires de terres, et c'est là que le piège comptable va commencer à se refermer. Elle dispose d'actifs qui sont dits illiquides, c'est-à-dire elle possède des titres de propriété sur des fermes, c'est de la valeur réelle, donc la banque est censée être solvable, en tout cas elle est riche sur le papier. Sauf que vous ne pouvez pas payer un café avec un bout de champ de pommes de terre. Et elle a des passifs qui sont dits exigibles, ces fameux billets qu'elle a imprimés circulent, et n'importe qui peut arriver avec son petit billet au guichet et dire « Ok, je ne veux plus de votre papier, donnez-moi mon or, maintenant !» Et là, c'est le cauchemar un peu de tout banquier. Être riche en terre, mais ne pas avoir de pièces d'or dans le coffre pour pouvoir rembourser les gens qui font la queue devant la porte. Alors, pour tenir le coup, la banque utilise un outil vieux comme le monde, la lettre de change. Imaginez ça, un marchand signe un papier qui dit « Je paierai 100 livres dans 3 mois ». Comme le marchand a besoin d'argent tout de suite, il va à la banque. La banque lui achète ce papier, mais seulement 95 livres. Elle garde 5 livres de commission, ce qu'on appelle l'escompte. C'est ainsi que les banques gagnent leur vie. Mais l'Ayr Bank, elle va encore plus loin. Elle pratique l'escompte de complaisance. C'est une petite fraude intellectuelle géniale et terrible. 2 marchands qui n'ont absolument rien à se vendre se signent mutuellement des lettres de change totalement bidons, ils créent des dettes imaginaires et ils les revendent à la banque contre de l'argent frais. C'est ce qu'on appelle de la cavalerie de traite. On crée du papier pour payer le papier précédent. On ne finance plus l'économie, on finance du vent. Ce petit équilibre peut fonctionner pendant plus ou moins longtemps, tant qu'il n'y a pas un petit grain de sable qui vient enrayer la machine. Or, en juin 1772, c'est pas un grain de sable, c'est la tempête. Une bulle spéculative éclate à Londres.
On y reviendra dans un prochain épisode. Et la panique va s'emparer de Londres et très rapidement contaminer l'intégralité de l'Europe. Tout d'un coup, tout le monde veut de l'or. C'est beaucoup plus rassurant qu'un bout de papier. Les détenteurs des billets de l'Airbank se ruent donc au guichet. Mais rappelez-vous, l'argent de la banque est bloqué dans des fermes, des routes, des ponts, en Écosse. L'Airbank dépendait en fait entièrement du marché monétaire de Londres pour se refinancer. En gros, imaginez Londres et le réservoir d'eau, l'Écosse est au bout du tuyau. Quand Londres ferme les vannes pour garder son or, le tuyau écossais s'assèche instantanément. C'est à ce moment-là que l'Airbank se retrouve donc à sec et que sa faillite devient inévitable. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une crise de liquidité systémique. L'argent ne circule plus, il n'est donc plus considéré comme liquide. La banque va tenter de se sauver, évidemment. Elle va utiliser une chambre de compensation. C'est un mécanisme où les banques s'échangent leurs dettes pour s'équilibrer. Sauf que le trou est beaucoup trop profond. L'Airbank va totalement s'effondrer et elle ne s'effondre pas seule. Elle entraîne avec elle 8 autres banques. Elle ruine 241 actionnaires, des ducs aux simples marchands. Mais voici le pivot un peu de notre histoire. La nouvelle va traverser l'Atlantique plus vite qu'une traînée de poudre. Et pourquoi ? Parce que l'économie coloniale américaine, elle repose entièrement sur le crédit britannique. Changement de décor total. Imaginez maintenant un petit planteur de tabac en Virginie ou un marchand à Boston. Il vit à crédit. Oui, il achète ses outils et ses vêtements à Londres avec 12 mois de délai sans intérêt. Il n'y a qu'une petite pénalité de 5% en cas de retard. Et ses récoltes sont ses seules garanties. Quand l'Airbank tombe, les banquiers de Londres sont pris à la gorge. Et ils ferment aussi ce robinet-là, des crédits coloniaux, en exigeant immédiatement le remboursement des dettes. Au même moment, les prix du tabac et du riz vont s'effondrer sur les marchés européens. Je vous ai dit, toute l'Europe est en crise. Le colon américain se retrouve donc avec un bilan inversé. Ses dettes au passif explosent, alors que sa valeur de ses stocks à l'actif diminue. Et c'est ici que va intervenir l'acteur le plus puissant de l'époque, la Compagnie anglaise des Indes orientales. Elle aussi, elle est au bord de la faillite à cause de la crise de 1772. Et elle a 18 millions de livres de thé qui dorment dans ses entrepôts à Londres. C'est un actif qui coûte une fortune en stockage et qui ne génère aucun cash flow, aucune rentrée d'argent. Le gouvernement britannique va alors prendre une décision purement comptable, le Tea Act de 1773. L'idée est simple, c'est de permettre à la compagnie de vendre son thé directement en Amérique sans passer par les intermédiaires coloniaux. Cela permet de baisser le prix de vente pour écouler le stock tout simplement, tout en conservant une petite taxe pour la couronne. Et oui, il faut bien renflouer les caisses de l'État et des banques anglaises. Pour Londres, c'est ce qu'on appelle un bail-out, un sauvetage financier. Pour les colons en Amérique, par contre, c'est une insulte totale. C'est pas le prix du thé qui les dérange, c'est le côté monopole. En éliminant les marchés locaux, Londres détruit la structure même du commerce américain pour sauver une entreprise 100% britannique. Le 16 décembre 1773, c'est ce qu'on appelle la Boston Tea Party. Des colons montent à bord des navires pour jeter les cargaisons de thé par-dessus bord. C'est ce que j'ai expliqué en introduction. Et ça, c'est pas seulement une révolte politique, c'est une attaque clairement ciblée sur les actifs de la compagnie. En jetant le thé à la mer, les colons réalisent ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépréciation d'actifs, un write-off. Au total, 10 000 livres sterling pour l'époque. C'est plus simplement une dispute sur les taxes, c'est une rupture de contrat. Les colons refusent de porter au passif de leur propre nation les erreurs de gestion des banques écossaises et les dettes de guerre de Londres. On pourra en reparler aussi. La réaction de Londres va être la fermeture du port de Boston. La suite,
Vous la connaissez, la guerre d'indépendance et la déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776. Alors, quel est l'héritage de cette crise d'air ? D'abord, elle a forcé le monde financier à repenser la gestion des risques. On a compris qu'on ne pouvait pas prêter à long terme avec de l'argent disponible à court terme sans un filet de sécurité. Et c'est la naissance des réflexions sur les ratios de solvabilité. Ensuite, elle a montré que la comptabilité n'est jamais neutre. Un simple changement dans la manière de taxer un stock ou de recouvrer une créance peut renverser un gouvernement. Donc aujourd'hui, quand vous entendez parler de crise de la dette ou de sauvetage bancaire, rappelez-vous de l'Airbank. Rappelez-vous que derrière chaque grande révolution, il y a souvent un comptable un peu fatigué qui essaie désespérément d'équilibrer un bilan qui ne veut pas l'être. Et dites-moi en commentaire, selon vous, quelle autre grande révolution ou quel conflit historique cache, derrière ces beaux idéaux, une énorme manipulation comptable ou une faillite financière oubliée. Est-ce la Révolution française et le déficit de Louis XVI ? Ou peut-être la chute de l'Empire romain et de son inflation galopante ? Et pourquoi pas les deux ? Derrière chaque conte, une histoire. À bientôt pour une nouvelle épopée chiffrée où les nombres continueront de vous dévoiler leurs secrets.